C'est pour quelle radio? Mais c'est la radio de l'école en fait. Une école d'art, on ne fait que Les chercher. écoles d'art, elles sont là pour faire dérailler le sens commun. Le lien qui est créé. L'inclusion, il y a aussi l'expression. Dans l'art contemporain. Bonjour, bienvenue Elsa. On est hyper... On m'entend pas suffisamment, c'est ça? Bon, premier couac technique de cette émission. Non, je plaisante. Mais on est hyper fiers... Est-ce que maintenant ça va? Ok, super. On est super fiers de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouvel espace qu'on a créé à l'école, qui est né de l'initiative spontanée Poète Poète par les étudiants et les membres de l'établissement. Et notre envie, en fait, c'était de créer un endroit, un espace où on puisse discuter entre nous, discuter avec les habitants, habitantes de Tourcoing, et aussi rencontrer les institutions, les partenaires, la scène culturelle de Tourcoing et de la métropole européenne lilloise. Donc merci d'être là pour la première. On retrouvera ensuite les enregistrements sur le site de l'école ou sur une plateforme. Et je passe la parole à Mimosa et Nathan pour cette première émission. Bonjour Radio ESA. Moi je vais vous lire un poème. Alors, vous m'entendez bien ? Voilà, super. Alors je voulais lire un poème d'amour pour réchauffer l'atmosphère. J'avais trouvé un super beau poème d'amour, magnifique, un truc waouh. Mais je vais vous lire autre chose, je vais vous lire un poème sur la guerre, parce que je trouvais qu'il allait vraiment avec l'actualité. C'est un texte d'Henri Michaud, qui a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça s'appelle « La lettre dit encore ». Je vous écris de la cité du temps interrompu. La catastrophe lente ne s'achève pas. Notre vie s'écoule, notre vie s'amenuise, et nous attendons encore le moment qui repasse le mur. Le vieux différent unit le frère au frère. Dans l'enceinte du froid, tout le monde enfermé. Ceux qui possédaient possèdent sans plus posséder. Chacun est pauvre en soi, n'occupant même pas son lit. Souci l'occupe. Le désordre est partout. Les oreilles sont pour l'unification de l'univers, mais les bras sont pour tomber dessus et la léthargie pour laisser faire. Le fer ne pèse plus. Il se rencontre dans la haute atmosphère, solide, rapide, fait au mal. Mais la pensée pèse. Elle n'a jamais tant pesé. Il a menti, le proverbe. Personne n'est blessé 2 fois par la même flèche. Comment ? Pas 2 fois. 2000 fois, 2 fois. Et elle blesse encore, tout aigu. Sous la pensée jamais éteinte, le front brûle. Le baume de l'oubli n'a pu être séparé. Ceux qui parlent enflent leur voix, mais ils enflent aussi la vérité. La meute s'est lancée en région étendue. Une meute ne demande qu'à courir, mais qui demande à être traquée ? La meute, avec grand aboiement, s'est répandue. Je vous écris des pays de l'atroce. Je vous écris de la capitale à la foule endormie. On vit en indifférence dans l'horreur. On appelle la fin et vient celle du nivellement. Les formes nobles ne se montrent plus. On voit les coups tendus pour se baisser. La paix a honte. Sachez-le aussi, nous n'avons plus nos mots. Ils ont reculé en nous-mêmes. En vérité, elle vit, elle erre parmi nous, la face à la bouche perdue. Parfois, dans un grand bruit, nos maisons à étages de poussière à la rue se déversent. Les fonctionnaires à la course à la mort restent innombrables. Je m'arrête de vous écrire. Non, n'envoyez pas un préparateur des fêtes, non, il n'est pas encore temps. Nous sommes restés assis sur la margelle du puits abandonné. Tout avait couleur de ferraille, de poutre enfumée et couleur de fatigue profonde. Des triangles d'oiseaux rigides parcouraient le ciel à grand bruit. Désespoir comme la pluie. Et jusqu'à quand tombera-t-elle ? Petit, vieux, vaniteux, voulant régner, laissant tuer, battu, content, tenait une poupée. Le temps s'écoulait. Réponse évasive. Les années en lanière, entre les doigts des traîtres. Nous nous sommes regardés en silence. Nous nous sommes regardés en silence. Merci beaucoup Nathan. Et maintenant, on va écouter un soundwalk par Jaffray.
Et maintenant, un micro-trottoir qu'on allait enregistrer sur la place de Tourcoing, un jour de marché. La question était, est-ce qu'il y a une œuvre d'art qui vous a touché ? Un espresso emporté. Ouais, bah, je vais... Alors la question est très simple, vous répondez ce que vous voulez. C'est, est-ce qu'il y a une œuvre d'art qui vous a touché ? Bah, je suis pas vraiment œuvre d'art, moi, en fait, mais peut-être l'époque d'avant, mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, je connais pas grand-chose en œuvre d'art. Même les prénoms et les noms. Après, moi, les films, c'était les anciens, c'était plus comme Bodyguard, Ghost, vraiment ceux qui nous ont touchés, quoi. Moi, dans Ghost, j'ai bien aimé, c'est par rapport à l'âme, en fait. L'âme et l'amour, quoi. Moi, c'est ce qui m'a représenté le plus. Non. En fait, ils vont au théâtre et ils se font braquer. Il se fait braquer à la sortie du théâtre et il meurt. Et en fait, son âme, elle sort de son corps. Et vu qu'elle n'arrive pas à faire un peu son deuil, il est là, en fait, on le voit. Mais c'est une belle histoire, quoi. Parce qu'à la fin, elle le voit, parce qu'il arrive à se mettre dans quelqu'un d'autre pour qu'elle puisse le toucher une dernière fois et le voir une dernière fois. Ah ouais, bah ouais. Ah ouais. Moi, je suis dans le monde des bisounours, hein, je crois à beaucoup de choses. Comme quand mon papa est décédé, la dernière phrase que je lui ai dit, c'était que j'espère que dans ma prochaine musique, c'est toi mon papa, quoi, parce que voilà, quoi. Super, merci beaucoup, génial. Voilà. Merci. Bâtiment, dans la Sagrada Familia, je trouvais ça beau, tu vois. Ça, c'était vraiment... ça change des églises classiques que tu as l'habitude de voir. Enfin, ça change d'une église, entre guillemets, tu sais, en croix, voûtée et tout, là, c'est plein de couleurs et tout, c'est vachement artistique, quoi. Ça, c'est beau aussi, mais on a l'habitude de style. Oh là. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Alors là, comme ça, froid, une chanson, celle de Le Titanic, de Céline Dion. Enfin, oui. Céline Dion, non, celle qui la chante, mais celle-ci, ouais, rien que d'entendre la chanson, c'est sûr que le film, à mon avis, je vais pleurer. C'est obligé. Je suis déjà sensible, donc forcément, je sais pas pourquoi. Je sais que je le regarderai, mais comme il y a un autre film aussi que j'avais jamais regardé, que j'ai regardé l'année dernière dans le TGV, La Guerre des boutons. Pourtant c'est vieux il paraît, mais j'ai beau avoir 51 ans, je l'avais jamais vu. Déjà c'est avec des gamins, et puis ça nous rappelle un peu l'époque où nous enfin moi à mon âge qu'on vivait, quoi, par rapport aux jeunes de maintenant. Ça nous rappelle qu'avant avec un ballon, même des billes, on savait jouer, il n'y avait pas de violence. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez un peu aidé. J'ai pas été très... Très bien, c'est parfait. C'est œuvre d'art. N'importe quoi. La Joconde. C'est vrai ? La Joconde, le tableau, quand j'étais gamin. Après, j'avais le tableau de Guy Monet aussi. Guy Monet, oui, une œuvre d'art. J'ai pu souvenir, c'était un tableau du printemps, en fait. Ça m'a
fait. Bon, c'est vieux, hein. C'est vieux. Après, avec du recul, j'espère qu'un jour j'irai. Moi, j'ai découvert d'ailleurs à Paris le jardin, un jardin spécifique à Paris là, qui était très renommé et que je suis tombé bêtement dessus et que j'ai eu le temps de découvrir. Mais avec ce métier, on n'a pas le temps de découvrir en fait, c'est ça, malheureusement. Mais j'espère avec l'âge maintenant, avec du recul, on va prendre. La retraite. Voilà. Même avant la retraite. Non, je fais d'autres marchés hein, dans la métropole lilloise. Je fais des tournées dans la France. On bouge. Hein. Après, bon, maintenant on a levé le pied, ça y est. Ça y est, 50 ans, on a commencé gamin, on a commencé à l'âge de 8 ans. Donc, Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Merci beaucoup. Merci, hein, c'est gentil à l'occasion. Merci. Au fond là-bas ? Oui, bah 20 jeunesse. Parce que là, s'il y a des gens qui appellent, le téléphone ou autre, vous êtes gêné. Pas spécialement des œuvres en particulier, mais j'aime bien l'impressionnisme. Et dans mon appartement, j'ai le bucéphale de Dali. Enfin, une des impressions, il y en a eu 250 et c'est signé, j'ai le numéro 113. Et j'adore cette œuvre. Ouais. Et ma copine, elle est allée à la fac d'art qui est juste à côté de l'ESA. Ah oui. Et du coup, on aime l'art, tout ça. C'est une sorte de tête de cheval, du coup, mais avec plein de couleurs, tout ça. Donc en fait, c'est pas une tête de cheval, comment dire, très, très nette, très... Du coup, on s'imagine un peu les formes, tout ça. Et non, elle est super. Puis elle est grande et tout, donc c'est... Il l'a vu devant lui, quoi. C'est celle que j'ai, il l'a vu devant lui. En plus, il y en a 250. Bon, après, c'est beaucoup quand même, 250, mais c'est Dali, quoi. Donc, il a quand même signé tout ça, il l'a vu devant lui. Puis, j'aime bien la symbolique derrière le fait qu'il ait vu l'impression devant lui et qu'il l'ait signé, quoi. Même si le personnage en lui-même, je suis pas forcément fan, parce qu'il était très égocentrique et tout. Donc, bon. Mais ça va. Par exemple, un truc de Picasso, j'aurais jamais ça, quoi. Mais Dali, ça va, juste il est égocentrique, c'est tout. Ouais, c'est ma copine qui fait des ventes aux enchères, tout ça, sur Saint-Omer, parce qu'on vient de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Et du coup, là-bas, il y a des ventes aux enchères, tout ça, et il y a pas mal d'œuvres. En fait, elle prend plein d'œuvres aux enchères, tout ça, parce qu'elle est passionnée par ça. À peu près tous les mois, aux enchères, elle prend des œuvres comme ça. Après, c'est un peu ridicule, mais sur Pinterest, tout ça, j'enregistre des images, des tableaux, tout ça, parce que voilà, je trouve ça beau et tout. C'est que pour moi, en fait. Juste garder un œil. Ou alors j'enregistre les photos et j'en fais des stories Instagram avec une musique que j'aime bien, tout ça. Juste pour partager aussi aux gens les trucs que je trouve beaux, quoi. Et sinon j'aime beaucoup Van Gogh. Toutes ses peintures, tout ça, je les trouve vraiment super. Ouais. Après je suis pas le mec le plus touché par l'art, tout ça, mais c'est vrai qu'être avec une copine qui travaille dans une fac d'art et je la vois tout le temps faire de la pratique et tout, bah ça aide aussi. Je la vois faire des œuvres et tout et j'aime bien aussi, quoi. Mais c'est toujours sympa de voir sa copine faire des trucs, tout ça. Surtout qu'elle fait des trucs super. Donc ouais. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Super. Des œuvres d'art, oui. Ça peut être dans un musée. Ah oui, ça peut être n'importe où. La femme bleue, enfin non, je l'appelle la femme bleue, ça s'appelle la femme Lipou. Ouais, et c'est qui est au musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq. C'est mon tableau. C'est votre tableau? Ouais, c'est mon tableau. Depuis que je suis petite, c'est mon tableau. C'est ma femme bleue. Pourquoi, je ne sais pas, mais voilà. Je crois que le musée il doit être ouvert depuis 87, 89. Et en fait, on allait tout le temps au musée et c'est mon tableau. Donc j'allais voir si elle était toujours là. Et elle est toujours là. Elle n'est pas forcément belle. C'est une femme, pour moi, c'est une indienne. Et en fait, elle a une grosse lèvre bleue. Et je sais pas, je crois que dans mon imaginaire d'enfant, elle était marquante. Donc voilà. C'était quand la dernière fois? Ça devait être il y a 3 semaines. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais ce tableau, il me parle. Donc c'est mon tableau. Je pense que c'est le tableau dans le musée, le contexte, l'ambiance très feutrée. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Merci, au revoir. Alors là, c'est vraiment la question. Enfin, en fait, c'est comme la musique, quand on pose les questions, mais est-ce qu'il y a un morceau qui... Je ne sais pas lequel, ça disparaît immédiatement. Et en fait, voilà. Alors, j'ai vu une expo, alors dans un petit atelier, là, juste à côté. Et je vous... Enfin, allez-y. C'est où? Le monsieur, il a 87 ans.
C'est là dans un atelier qui s'appelle l'atelier Créateur. Vous voyez à côté de chez Chao. Ouais. Et en fait la dame elle a comment dire organisé une petite galerie. Mais voilà, c'est un monsieur de 87 ans et c'est d'une précision. Bon, c'est pas ce que j'aime. Mais c'est étonnant d'avoir. À 87 ans, on commence à trembler. Bah là non. C'est de l'aquarelle. Il y a des marines. Hein, c'est ce qu'on appelle de manière un peu vulgaire un peintre du dimanche, je pense. Et qui a gagné un prix d'ailleurs des peintres dans la rue l'année dernière. Et donc, voilà. Bah, je serais pas. Il y en a une de Claude Monet avec le soleil là. Ouais, impression que j'ai chez moi d'ailleurs. Je ne me souviens plus le nom, mais elle est chez moi. Chez vous? Oui, je l'ai en reproduction. Oui, je l'ai en reproduction dans mon salon. Ouais. Ouais, parce que j'adore ça. Et dans les impressionnistes. Vous l'avez vu en vrai? Oui, je l'ai vu à Paris. Ouais. Oui, au musée d'Orsay. Ouais. Parce que je suis allé aussi voir au musée du Louvre aussi, bien sûr. Là, c'est la peinture plus traditionnelle, mais j'y suis allé aussi. On est allé voir des sculptures aussi. Et il va y avoir une exposition ici sur les impressionnistes, je crois. Ouais, il va arriver, oui. Je vais aller la voir. Je vais certainement voir des œuvres que j'avais déjà vues à Paris, d'ailleurs. Ouais, ça procure une certaine émotion. Oui, j'aime beaucoup. Ouais. Pas bouleversé, non, ému, disons. Oui, devant certaines œuvres. Moi, j'aime bien Gauguin aussi. Ouais. Je pense à d'autres peintres, quoi. J'aime aussi Gauguin. Mais j'aime bien Picasso aussi, malgré tout. Picasso, j'aime bien. Enfin, il y a différentes étapes dans sa vie, mais moi, j'aime bien à peu près toutes les étapes quand même de sa vie. Du point de vue art moderne, c'est peut-être lui quand même que je préfère. Mais il y a eu des œuvres au départ qui étaient plus classiques, j'allais dire. J'aime bien le jazz aussi beaucoup. Le jazz américain, Louis Armstrong, tout ça. Nina Simone, toute cette période-là du jazz américain, je trouve que c'est vachement bien aussi. Les deux, j'aime bien et puis j'aime bien aussi le piano. Avec ma femme, qui n'est plus là, hélas, nous avons beaucoup été dans les musées, surtout à Paris et à Bruxelles. De temps en temps, je vais au conservatoire de Tourcoing. Faites du bon boulot. C'est vrai. J'aime bien les artistes. En tout cas, bonne chance à tous. Merci beaucoup, monsieur. Ensuite, il y aura un panini pour monsieur et un sandwich pour madame. Moi, je vais faire les sandwichs. L'art du foot alors. L'art du foot, ouais. Ouais, j'aime beaucoup le foot. Ouais. J'aime énormément. Merci. Ça peut être un art. Que ce soit aussi par exemple les gestes techniques, les joueurs quand ils font des beaux gestes, tout ça, c'est un art. Avec un ballon dans les pieds ou sur les épaules. Si on réussit, on est content. Si on ne réussit pas, on se dit merde alors. On réessaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un micro-trottoir à Tourcoing qu'on a enregistré pendant le marché. Et avant ça, il y avait un Sunwalk qui était aussi à Tourcoing, fait par Jaffray. Et maintenant, on va écouter un morceau par Eyebags, un groupe de punk féminin que je vous laisse découvrir. Yeah.
C'était iBags. Et puis maintenant, j'ai la joie d'accueillir Eric, qui nous a rejoint. Bonjour Eric. Bonjour Clotilde. Eh bien génial, je suis hyper contente de t'accueillir sur Radio ESA. Pareillement, et d'avoir une première. Exactement. Et donc comme je disais tout à l'heure, Radio ESA, c'est l'idée d'avoir un espace pour échanger entre nous et échanger aussi avec notre environnement en dehors de l'école. C'est une idée géniale. Trop bien. Et je t'ai choisi parce que tu es déjà une figure emblématique de l'école. Oui, un doyen, comme je le disais hier à Thierry Hénin et notre président, M. Duruflet. Trop bien. Et tu es aussi une célébrité tourquenoise. Est-ce que tu le sais? Non, je pense pas, non. Même si j'ai écrit effectivement un roman qui est effectivement un roman historique sur la Seconde Guerre mondiale, un petit enfant issu de la Résistance. Mais effectivement, non, il y a... Non, mais restons modestes. Mais oui. Et je disais ça parce que quand on a fait notre micro-trottoir, on a rencontré plein de gens qui te connaissaient, donc c'était assez rigolo. C'est normal puisque je suis encore attaché à la ville de Tourcoing. C'est-à-dire que je suis l'ambassadeur de la ville de Tourcoing ici, à l'ESA. Voilà. Trop bien. Alors, ce qui m'intéresse d'abord, c'était de savoir comment tu t'étais retrouvé étudiant à l'ESA. Alors, à l'ESA, c'était même l'ERCEP à l'époque, puisque ça s'appelait l'École régionale supérieure d'expression plastique. Je dirais un acronyme assez long, qui a été réduit il y a à peu près 11 ans. Okay. Et en fait, c'était un concours de circonstances avec un parcours qui était complètement, totalement différent. Okay. Parce que je faisais des études de commerce. Okay. Et je dessinais, je faisais des pochettes d'albums pour des groupes de métal dans les années 80. Wow. Est-ce que tu peux nous décrire une de ces pochettes? C'était ce que font les graffeurs actuellement sur les murs. C'est cela en plus agressif. Voilà. C'est génial. Voilà. Et donc, tu avais quel âge quand tu es arrivé à l'ERCEP? Alors, l'ERCEP, c'est 18 ans. C'est très jeune. Okay. Convoqué par un enseignant d'art plastique à l'époque. Alors, bien sûr, je me suis dit, tiens, pourquoi convoqué alors que j'étais plutôt un élève sage? Et on m'a imposé de faire les arts appliqués à Roubaix. Donc, j'ai passé le concours brillamment, nul en maths, et après, effectivement, j'ai fait de la photographie, et je suis parti à l'école d'art de Tourcoing, puisque c'était le concours de septembre. Finalement, on ne m'avait pas admis en art appliqué, et peut-être tant mieux, parce que j'aurais fait certainement un autre parcours, certainement dans le graphisme. Okay. Donc, j'ai pris mon petit vélo, je suis parti sur l'autoroute de Tournai à l'époque, qui était en construction. J'ai photographié des ponts en noir et blanc. J'ai fait des kaléidoscopes en mélangeant l'esthétique des bêcheurs, l'esthétique allemande que j'adorais. Et je me suis présenté au concours et j'ai été retenu par une artiste qui est maintenant une artiste majeure, qui est Tania Moreau, voilà, qui avait repéré mon travail. Okay. Donc Tania, qui cette année est académicienne, puisqu'elle rentre en tant qu'académicienne. Elle représente la peinture, la section peinture à l'Académie de France. Donc c'est vraiment une consécration pour elle, après effectivement une plus longue carrière de 60 ans de pratique artistique. Une femme enfin à l'Académie. C'est génial, c'est génial. Tout à fait. Et alors, à quoi aspirait le jeune Eric Alors, une carrière d'artiste, très certainement, mais j'ai très vite pris conscience que j'étais quand même très attiré par la théorie, au point que quand je suis parti au magasin de Grenoble à l'époque, je ne voulais pas faire mon service militaire, c'était encore les conscriptions, et donc j'ai pu aller au magasin de Grenoble pour y travailler. En tant qu'objecteur de conscience. Et à l'époque, le directeur m'avait demandé ce que je voulais faire. Et je lui ai dit spontanément, certainement prof de culture générale dans une école d'art. Ah bah, je ne suis pas tombé très loin. Non, voilà. Bravo, c'est pas mal. Voilà. Et est-ce que les livres et la documentation avaient une place dans ta pratique d'artiste? Oui. La troisième année, du reste, à l'époque, nous n'avions pas de DNA. On faisait 5 ans ou rien du tout. Et à l'époque, ma troisième année, je l'ai consacrée exclusivement à la bibliothèque. C'est-à-dire que pour moi, j'avais l'impression qu'il fallait connaître avant de réaliser des choses en atelier, ce qui était une complète erreur, puisque effectivement, j'avais l'impression d'être un petit surfeur face à un tsunami, et qu'il fallait englober la totalité d'une bibliothèque qui certes ne comprenait pas 42 000 ouvrages comme actuellement, mais à l'époque c'était un fonds de 3 000 ouvrages, il y avait des catalogues d'art contemporain, et effectivement j'avais quand même beaucoup assimilé de références qui pour moi étaient essentielles
dans la création. Alors c'est sûr que je pense qu'actuellement, je conseillerais plutôt à un étudiant de faire d'abord, de réaliser et d'aller ensuite à la bibliothèque. Super intéressant, parce que souvent c'est justement une pression qu'on a un peu de vouloir avoir les mots pour parler de ce qu'on fait, et parfois même avant. Alors même les mots, c'est autre chose, puisqu'il faut commencer à donner du sens dès la première année à son travail. Okay. Donc le vocabulaire, la lexicographie, c'est même l'objet de mon cours actuellement de méthodologie de la recherche documentaire, c'est effectivement démarrer, donner du sens, commencer à faire émerger du sens de la pratique artistique ou d'un visuel ou d'une œuvre en volume. Super. Et alors, comment tu t'y es pris pour connaître une bibliothèque, ou quels sont tes conseils que tu aurais à nous donner pour connaître une bibliothèque? C'est-à-dire que adolescent, je traînais déjà dans les bibliothèques entre des discothèques, puisqu'à l'époque il y avait beaucoup de discothèques. Celles où on discothécaires, c'était un métier. Il y avait encore des albums. Du reste, ça revient à la mode. Ce qu'on appelait les vinyles. Donc on avait des collections de vinyles avec des spécialistes, des collègues qui étaient discothécaires, qui étaient souvent des gens issus des rayons Fnac, des marchands de disques ou vendeurs à la Fnac, qui étaient recrutés. Et donc, il y avait la partie musicale et il y avait la partie... Moi, je suis arrivé à l'art contemporain par les revues. Okay. Voilà, et entre autres Art Press. Voilà, la revue Art Press qui était en noir et blanc à l'époque, mais qui était hyper intéressante, qui a beaucoup évolué du reste. Okay. Et ces revues, c'était d'abord des revues musicales, et petit à petit sont arrivées des revues d'art Alors moi, non, effectivement, on baignait dans les années 80 dans la musique, parce qu'on avait, effectivement, je disais que je faisais des pochettes de disques, du graphisme pour les petits groupes locaux, des groupes de rock, et donc on baignait dans une culture qui était un carrefour incroyable entre la New Wave, la Cold Wave, les musiques électroniques, ce qu'on appelait la Dark Wave, dont effectivement Alexis Trousset ici à l'école est spécialiste. On avait bien sûr le métal, le hard rock, le rock alternatif, le punk qui se terminait, puisque on va dire que le punk a commencé en 74-76 pour se terminer dans les années 80 pour les groupes français. Et donc il y avait ce carrefour qui mêlait à la fois musique et visuel. Donc la culture visuelle, c'était en même temps un moment très festif où est arrivé bien sûr, la gauche est arrivée au pouvoir, Jack Lang qui avait été placé comme ministre de la culture et qui impulsait une politique incroyable ouverte sur la jeunesse. Et quelle était cette influence sur l'ambiance de l'école ou les styles ou l'état d'esprit de l'école, on va dire? En fait, on travaillait de manière très collective. Super. Curieusement, actuellement, nos étudiants sont... Alors votre initiative est formidable, justement, de réunir un public devant une radio ici aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y avait une dimension très collective et il y avait un retour à la peinture. Alors ça permettait justement, tout le monde faisait, il y avait 80% des étudiants qui faisaient de la peinture. Je pense dire que moi j'étais très branché par l'art conceptuel, qui était pour moi quelque chose de nouveau, l'art minimal, l'art conceptuel, les installations, etc. Donc j'étais, alors Art Press, avec Catherine Mier, avait bien sûr diffusé ce type d'art, puisque Catherine Mier était mariée avec le galeriste Daniel Templon. Mm-hmm. Ils ont été les premiers à présenter un art américain, un art dit conceptuel, à l'époque, rue Bonaparte à Paris. Donc c'était du reste, ils avaient démarré dans une cave, la cave d'un antiquaire, pour après monter au premier et devenir après la galerie Templon, qui est une des plus grosses galeries dans l'histoire de l'art. Donc c'est sûr qu'à cette époque, c'était très collectif. Il y avait une cafétéria qui réunissait beaucoup de monde, qui était un carrefour entre des anciens étudiants qui venaient dialoguer avec les plus jeunes, des enseignants qui se rencontraient, des artistes invités. C'était une période assez riche où il y a eu beaucoup d'artistes invités, où je n'ai jamais rencontré autant d'artistes majeurs. On avait des vernissages avec Christian Boltanski, Annette Messager, Buren était passé, Toroni. On a fait comme cela tout un pan de l'art contemporain qu'on voyait en live quasiment. C'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant, on pouvait croiser Polk qui venait faire une expo à l'ERCEP. On avait une directrice qui était incroyable, qui s'appelait Claudine Vigneron, qui était une directrice plutôt culturelle, qui était, en plus de la direction classique, impulsée, elle est à Paris dans des vernissages et faisait venir des artistes. Ah ouais. Donc il y avait aussi une politique de catalogue et de publication. Voilà. C'était une époque qui était vraiment marquée par une période post-70, on va dire,
avec, je dirais, une période très festive, parfois trop, avec beaucoup d'abus. Il faut voir les soirées, je n'en parle pas. Tu n'en parles pas, ok. J'organisais moi-même des soirées où j'étais très sobre. J'étais organisateur. Et on faisait des soirées de 400 personnes, quoi, ah ouais. qui étaient payantes en plus. Dans l'école. Ouais, dans l'école. Alors c'était l'ancien bâtiment de l'école. Alors c'était l'ancienne école d'art qui était un bâtiment historique. Ouais, il est très beau ce bâtiment. Au début du siècle, en 1904, ouais. Et qui avait vu des générations d'artistes. Donc on avait une école qui sentait à la fois le bois, le vieux bois, la térébenthine et le plâtre, quoi. Ah, super. C'était, il y avait quelque chose on avait des odeurs quasiment du 19e siècle dans cette école. Super. Et quels étaient un peu les attendus des professeurs à cette époque-là? Alors, il y avait une grande exigence, très exigeant, majoritairement que des hommes. Okay. Je parlais de Tania Moreau, elle a enseigné plus de 35 ans à l'école. Elle était une des rares femmes artistes qui étaient présentes à l'école. C'était encore un peu la domination masculine, comme le dit Bourdieu, parmi les enseignants. Donc on avait, il y avait quand même, c'était très dur. On ne pourrait pas agir actuellement dans la pédagogie, la manière dont on transmet de la même manière aujourd'hui. Ça a totalement évolué. C'était, je ne veux pas dire marche ou crève, mais tu faisais la première année, la deuxième, c'est tout. C'est 5 années ou rien. C'est-à-dire que moi j'ai des copains qui sont sortis sans diplôme. Tant mieux pour eux, ils ont réussi. Ils sont rentrés dans des professions formidables, décorateurs. J'ai un ami qui est Axel, qui n'a jamais été diplômé, qui est maître d'atelier à Sèvres. J'en ai un qui est prof de dessin au lycée français de Londres quand même, donc travaille pour les ambassades. Donc effectivement, il y a des étudiants qui étaient un peu parfois des marginaux, des gens qui étaient, quand je dis marginaux, bien sûr, dans le sens d'une marge d'artistes un peu au bord des routes, de gens qui arrivaient comme moi par hasard à l'école, un peu parachutés, tout en ayant quelques petites bases de dessin. Mais voilà, on découvrait autre chose. C'était vraiment une découverte d'artistes. On travaille avec des artistes enseignants qui, du reste, avaient exposé beaucoup, un peu comme ici actuellement. On a quand même toute des jeunes générations, ou plus anciennes, mais qui ont des expos, etc. Et à l'époque, il y avait vraiment tout un pan qui était aussi très rattaché à Paris. Voilà, parce que les profs étaient majoritairement parisiens. Okay. Et est-ce qu'ils comprenaient justement ce qui se passait culturellement avec cette scène musicale et esthétique, et puis aussi l'arrivée de l'art contemporain avec les installations, de l'art conceptuel, etc. Est-ce qu'il y avait, est-ce que les professeurs étaient aussi dans ces mouvements-là, ou est-ce qu'il y avait des oppositions? Certains profs étaient effectivement issus de mouvements, on va dire post-punk. Effectivement, il y avait des gens qui étaient vraiment dans ce qu'on appellera la culture underground, et d'autres étaient beaucoup plus des classiques. On avait aussi les anciens profs, les vieux profs, qui, eux, avaient connu les années 60, 70 ou 50 même, parce qu'on avait des personnalités qui avaient fait une carrière complète à l'école. Donc quand vous faites effectivement 42 ans de carrière, c'est que vous avez connu des générations d'artistes auparavant. Donc on savait que l'école avait une tradition aussi de la sculpture sur pierre avec Daudagne. On avait des artistes. La gravure avait démarré dans les années 50 grâce à Reverchon. Voilà, donc c'était des personnalités qui étaient vraiment issues de générations d'après-guerre, on va dire, voilà. Et d'autres qui étaient... Donc c'était un croisement. Et beaucoup de personnalités qui étaient issues des années 70 aussi. Voilà, c'était ça. Donc là, c'était... on sait que le 70, c'est l'après 68. Donc c'est vraiment... Ça a été la révolution culturelle absolue. Bien sûr. Et toi, tu étais roubaisien de base ? Alors non, je suis un vrai Tourquenois. Un vrai Tourquenois. Alors d'origine ukrainienne et polonaise. Okay. Ma mère polonaise, mon père ukrainien d'origine. Mais alors on va dire la troisième génération, puisque c'est ce qu'on appelle l'immigration dans le Pas-de-Calais des années 20, les mineurs de fond. Du reste, mon grand-père était voisin du père et grand-père d'Hervé Le Sieur. Voilà, c'est le hasard a fait qu'on était de Bruay-la-Bussière. Je suis le seul dans la famille à être né à Tourcoing. Voilà. Et comment ça a été vécu, le fait que tu intègres une école d'art par ta famille ? Très bien. Moi, j'avais un père qui connaissait 7 langues. Alors, c'était ce qu'on appelait chez les Polonais ou les Ukrainiens, des gens très cultivés, mais qui étaient des ouvriers.
mais ouvrier cultivé, ce qui était rare. Mon père disait toujours, si tu n'as pas lu Dostoïevski, je veux dire, tu n'as aucune culture. Il n'y avait que des livres à la maison. Du reste, mes parents m'achetaient énormément de livres quand j'étais gamin. Je m'occupais d'une bibliothèque déjà tout gosse. J'ai l'impression que j'avais été déterminé dans cet appel du livre et cette voie. Quoi. Voilà. La carrière Mais bon, bibliothécaire, mon père connaissait cette langue. Ouais. Il a raté une carrière universitaire après-guerre parce qu'il fallait travailler, malheureusement. C'est ce que me disait Michel Ségara, qui était un enseignant ici, qui était très ami avec lui en enseignement universitaire. C'est que mon père était un érudit, un peu sans le savoir. Par contre, il connaissait cette langue. Donc, il connaissait le russe, le croate, le serbo-croate, le polonais, l'allemand. Alors là, c'était sa grande passion. L'anglais, il disait que c'était de la langue pour l'informatique, donc ça l'intéressait moins. Et effectivement, il avait appris pendant 3 ans en secret l'italien pour un jour parler avec ma femme qui est d'origine italienne. Ça, c'est un peu étrange. On avait des... Donc un cadre propice un cadre pour où ta j'ai quand même vocation, baigné dans les livres. Voilà. Ouais, bravo. Et une dernière question. Qu'est-ce que tu espères pour les écoles d'art aujourd'hui ? La continuité absolue de ces écoles qui sont des lieux à la fois forts de création et fragiles dans le contexte qu'on vit depuis 2-3 ans, si ce n'est plus. Alors moi, j'ai quand même lutté pour la non-fermeture des écoles d'art dans les années 90, on va dire, hein, fin 85, 87. On avait eu la fermeture de l'école d'art de Lille là, qui nous avait inquiétés, l'arrivée du Fresnoy qui nous inquiétait, puisqu'on se dit que là, 2 écoles d'art sur Tourcoing, ça va être compliqué. Et finalement, ça a été une chance pour les arts, de créer des partenariats. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse avoir des lieux de création en France forts pour que nos artistes représentent le territoire à l'étranger et qu'on puisse avoir des artistes, une multitude d'artistes dans tous les milieux et dans tous les secteurs de la création, y compris dans les métiers de la culture, puisqu'on sait que les écoles d'art, être artiste à plein temps, c'est quand même très compliqué, mais on sait que 99% de nos étudiants, ou 98% des statistiques qui sont dans les métiers de la culture. Et d'ailleurs, tu en es un parfait exemple. J'en suis le plus pur exemple, parce que moi, j'ai fait une carrière de bibliothécaire, de conservateur, et je termine la carrière, on va dire. Il faut que ces lieux soient protégés par l'État, par les politiques, puisque ce sont des lieux endémiques de la création, ce sont des lieux fragiles financièrement. Hein. On sait qu'actuellement, la culture est la 7e roue du chariot, et que nous ne sommes pas dans des fonctions régaliennes, que le climat n'est pas très joyeux actuellement. Voilà. Donc ça, il faut absolument que ces écoles soient protégées au même titre que les conservatoires de musique, que les autres structures. On connaît aussi la grande, je dirais aussi, la concurrence du privé. Nos écoles doivent rester aussi des lieux de liberté et des lieux ouverts à tous. Et c'était le parfait exemple de ce besoin. Merci beaucoup, Éric. Merci, Clotilde. Et à bientôt. Ça fait un plaisir, merci. Au revoir. Just tell me what is wrong.
Alors, on vient d'écouter Yoket, un morceau du groupe CD Liars, et on a la chance d'avoir avec nous. On nous entend pas, on ne m'entend pas. Alors, je répète, on vient d'entendre un morceau qui s'appelle Yoket de CD Liars, et Martin Roman, ici présent dans le studio, est musicien dans ce groupe. Alors, Martin, bienvenue. Bonjour. Bonjour Nathan. Martin, tu es un musicien très occupé parce que tu as 4 formations. Alors, je vais faire la liste. CD Liars, qu'on vient d'écouter. Troisième œil. Arsik Millar et All Man Walking. Est-ce que tu nous parlais un peu de toutes ces formations ? En vrai, c'est plusieurs groupes que j'ai formés un peu au fur et à mesure des années que je fais de la musique. Donc ça fait 3 ans seulement. Et donc après, c'est avec des rencontres sur la scène arageoise. Il y a beaucoup de musique. Et donc, je parle de chaque formation. Vous venez tous d'Arras ? Ouais, on vient tous d'Arras. Comment tu trouves le temps d'avoir 4 formations plus de l'école ? Je sais pas, après, chaque groupe est un peu à des phases différentes. C'est-à-dire qu'avec CD Liars, on tourne plus, on a plus de répètes, on a plus de concerts. C'est ta première formation ? Ouais, c'est la première le premier groupe que j'ai rejoint. Tu veux nous en parler un petit peu, comment vous êtes rencontrés, comment vous êtes formés ? Alors en fait, de base, c'était un groupe donc d'Arras. Eux, ça fait plus longtemps qu'ils font de la musique. Et en gros, CD Liars, c'est juste le nom de la formation actuelle, donc nous 4. Mais avant, c'était un autre groupe qui s'appelait New Era. C'était un groupe un peu de cover de lycée, quoi. Et donc moi, j'ai rejoint juste d'une amie du lycée qui m'a mis en lien avec eux parce que je faisais juste de la basse. Je commençais à peine, ça faisait 2 mois que j'en faisais. Et du coup, ils avaient besoin d'un bassiste et ils m'ont recruté. Et au bout de 2 mois de basse, tu t'es dit, je vais rentrer dans un groupe ? Ouais. Ça s'est bien passé ? En fait, au début, je stressais un peu. Mais après, vu que je faisais que ça de mes journées, en vrai, juste me suis donné le temps. Et puis après aussi, d'être entouré de bons musiciens, ça aide à mort, quoi. Et c'est quoi vos influences, un petit peu ? En fait, nos influences, c'est beaucoup le grunge de Seattle des années 90, pas mal, parce que c'est ce qu'on écoute et c'est ce qu'on aime. Mais après, ça évolue au fur et à mesure du temps, avec aussi les nouveaux sons post-punk qu'on entend, les nouvelles sonorités un peu, avec des sons plus modernes. Donc pas mal d'inspi aussi, de la post-punk, de Viagra Boys à Idols, voilà. Et avec Troisième œil, parce que moi je t'ai vu en concert récemment avec Troisième œil, tu peux nous parler un petit peu, c'est du rap alternatif. Alors je me posais la question, qu'est-ce que c'est que du rap alternatif ? En fait, c'est tout ce que j'ai trouvé à mettre comme nom dessus, parce qu'en fait, c'est difficile de dire exactement ce qu'on fait, mais en gros, c'est ça, c'est sur la base de textes de poésie, rappés. Et en fait, juste on apporte un peu de toutes nos inspi et ça crée quelque chose, je trouve, d'assez unique, pas vraiment descriptible. Et tu joues aussi de la basse dans ce groupe ? Ouais, je joue de la basse, dans ce groupe-là. Et les textes, c'est des textes qui existent ou c'est vous qui les écrivez ? C'est donc Antonin Marquilly, le chanteur, ouais, qui écrit tous ces textes et poèmes. Il écrit beaucoup, d'ailleurs, il va faire éditer un recueil de poésie. J'ai pas de news, mais normalement, ça devrait peut-être arriver à un de ces 4, quoi. D'accord. Et juste pour le concret de la vie d'un groupe, vous répétez où ? Nous, en vrai, on a la chance, souvent on trouve des sous-sols un des membres du groupe où on répète par exemple avec CD Liars, on répète dans le sous-sol. On a aménagé le truc avec de l'acoustique et tout, et on répète là. C'est vraiment genre tout petit, on est tous serrés, mais en vrai ça marche. Et puis avec les autres groupes, c'est à peu près pareil. On va pas dans des salles de répète, juste on se débrouille pour répéter là où on peut, quoi. Et en vrai, je trouve que c'est cool comme ça. C'est moins le truc de l'événement, de la répète, c'est plus on se voit et on a un lieu pour jouer de la musique, quoi. Et vous faites souvent des concerts ? En fait, ça dépend des groupes, en fait. Mais avec CD Liars, en ce moment, on tourne pas mal parce que du coup, là, le morceau qu'on vient d'écouter, c'est un morceau de notre album qui va sortir d'ici quelques mois. Donc, c'est que le premier single, mais on a tout un album qu'on a enregistré l'été dernier. C'est votre premier album ? Ouais. Tu veux nous en parler un petit peu premier album. Ouais, votre volonté artistique, est-ce que... En fait, notre volonté artistique, c'est surtout en fait, de se faire kiffer, de faire kiffer les gens, et en même temps de s'exprimer à un max. Et aussi, c'était aussi pour se tester un peu, cet album-là. Donc, on se découvre un peu aussi artistiquement, nous, au fur et à mesure, parce que la compo, en fait, on a composé 1 an avant l'enregistrement de l'album, on a commencé à composer. Et là, on se retrouve avec 11 morceaux. Et juste, on a essayé de pas trop se prendre la tête, juste de faire de la musique qui nous plaît, en fait, avant tout.
Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le plus important quand tu composes, c'est de faire des musiques que t'aurais envie que d'autres artistes aient fait, en fait. Et l'enregistrement, ça a pris du temps? En fait, on a la chance d'avoir, du coup, sur la scène arageoise, il y a pas mal de... C'est assez petit, du coup, on se connaît un peu tous. Et donc, on a un ami qui avait un studio, qui nous a enregistré là-bas. Donc, en fait, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Enfin, on avait fait une session d'enregistrement début de l'année dernière, mais il y a eu des problèmes et on a perdu tout. On avait enregistré 3 morceaux et au final, l'ordinateur a disparu, du coup, plus de morceaux. Et quelques mois plus tard, juste on s'est dit, écoute, de base on devait sortir que 3 morceaux. On s'est dit, on va faire un album. On retourne au studio, on réenregistre les morceaux qu'on a fait. Carrément. Et en plus on fait un album. Juste parce que c'était trop dur mentalement de se dire, on a juste perdu plein de taf. Bon, c'était pas mal de perdre le taf. Ouais, au final c'était cool parce que du coup on a eu, on s'est pendant une semaine tous les jours studio. Une semaine? Ouais, une semaine, ça nous a pris du matin au soir. Et t'en c'était es trop fier? bien. À mort. Je suis pressé que ça sorte, en fait. Je suis pressé que le mix soit fini et qu'on puisse sortir ça. Puis qu'on travaille aussi notre identité visuelle. Je trouve ça hyper important aujourd'hui en tant que groupe. Et c'est pour ça que c'est cool d'être aussi en école d'art. Pour moi, c'est de voir des choses. Ouais, c'est ça. À mort, c'est de voir des choses, découvrir des inspirations, puis rencontrer des gens aussi avec qui je pourrais taffer, quoi. Qui pourraient m'aider aussi nous aider pour développer l'identité, quoi. Et du coup, ça rejoint mon avant-dernière question. C'est quoi ta volonté en tant que musicien et avec tes groupes et tes formations? Comment tu vois l'avenir? C'est-à-dire? Est-ce que tu voudrais, par exemple, te professionnaliser? Ah ouais, à mort. Moi, je veux vivre de ça à fond. En vrai, il n'y a que ça que je peux faire, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, il n'y a pas d'autre solution, quoi. L'art, l'école d'art, ça fait partie intégrante du projet, bien sûr. Mais si je suis ici, c'est aussi pour développer ça et pouvoir l'apporter dans mon groupe. Ouais. Parce qu'en fait, une vision artistique, c'est hyper important, même dans la composition et dans juste tout ce que tu ramènes avec un groupe de musique, quoi. Est-ce que les arts plastiques nourrissent ta musique? Ouais, je pense. T'as des influences? Je ne saurais pas trop citer de noms, en vrai. Je suis un peu nul pour citer des noms. Des matières, des choses comme ça? C'est bête, mais juste discuter aussi avec des profs de musique. Ouais. Parler de musique avec des profs, je pense à Alex Trousset, on a parlé de musique pas mal, et en vrai, ça me fait découvrir des choses que moi, j'aurais pas forcément découvert, et c'est souvent des groupes avec une identité visuelle assez forte, en fait. Et du coup, ça se lie pas mal, je sais pas comment expliquer, mais je pense qu'il y a un lien entre le visuel et le musical. Ah carrément. Parce qu'en fait, quand tu écoutes quelque chose, tu imagines forcément une scène de film ou une ambiance qui se projette, en fait. Et donc, je pense que c'est directement lié. Ouais. Et du coup, en parlant de ça, avec ton travail avec Alexis Trousset, tu as aussi une formation ici dans l'école, c'est Supart par art, c'est comme ça? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? À mort. Du coup, c'est avec... c'est un peu c'est pas un groupe fixe. C'est-à-dire qu'il y a moi, Raph, Lucas, et il y a Van aussi, qui est avec nous. Et en fait, il y a aussi plein d'autres gens qui peuvent se rajouter au truc. Et en gros, le concept, c'est de juste se mettre à des endroits. Pour l'instant, on a fait juste pour les portes ouvertes, on l'a fait. Mais c'est juste, on est avec plein de matériel qui font du bruit, en fait, du son. Et on mélange. De Arch Noise, c'est ça? De Arch Noise, mais il y a aussi un peu de musique industrielle. Enfin, en gros, on travaille sur le bruit, sur comment est-ce que juste du brouhaha, du boucan, ça crée quelque chose, en fait. Autant qu'une mélodie magnifique, en fait. Donc, là où il n'y a pas du tout de construction, pas du tout de... je sais pas comment expliquer, mais il n'y a pas de ligne directive, quoi. Juste, on fait du bruit et c'est cool. Ça déclenche. Comme un petit peu la no wave, quoi. La no wave? Ouais. Ah ouais, un peu. Oui et non. C'est un peu... No wave, c'est plus... Il y a quand même plus de mélodie. Là, on cherche vraiment du son, en fait. C'est du bruit. Ok. Et vous continuez à travailler ça? Là, on va se voir bientôt pour en reparler. On voit un peu le matériel qu'on peut se procurer pour pouvoir faire évoluer le truc, quoi. Et quand tu dis c'est juste du bruit, vous travaillez avec des instruments de musique ou avec des objets Aussi bien des instruments de musique que des objets, en fait. Avec des matériaux? Ouais. Pas mal de métal, en fait. Enfin, quand on avait fait la performance à la cave, on avait utilisé juste des barres en métal qu'on frottait contre le sol, des morceaux de métal qu'on jetait par terre, des canettes qui vibraient sur une caisse en bois avec la résonance du retour de l'enceinte. On avait mis une enceinte dans une grande caisse en bois et on avait mis des canettes dessus.
Et du coup, les vibrations de la caisse en bois faisaient des bruits. Enfin, c'est juste essayer de trouver des moyens de faire du bruit, quoi. C'est expérimental. Ouais, c'est ça, à mort. Et dernière question, est-ce que tu as un souvenir marquant ou une anecdote de concert? Une anecdote de concert? En vrai... Ou un concert qui t'a particulièrement marqué? On a joué dans un bar il y a quelques semaines à Lille avec City Liars. Donc c'était au Pico Bistro, voilà. Ouais. Et juste le concert était trop bien. Genre il y avait beaucoup de gens, il y avait des gens de l'école et il y avait aussi tous les potes et juste je sais pas comment expliquer, mais c'est la première fois que j'ai vraiment ressenti ce truc de là, ce qu'on fait, ça touche vraiment les gens et ça les fait danser, ça les fait faire des pogos, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu le rêve quoi, quand tu fais de la musique et juste tu vois les gens, ils sont là et t'as l'impression de voir juste un autre concert que tu pourras aller voir. Ouais. Je sais pas comment expliquer, mais les gens ils sont pas juste là pour être là, ils sont là et ils kiffent et ça c'est trop important. Ils sont pas que là pour voir leurs potes, ils sont là Exactement. Pour la musique. Super. Et peut-être une dernière chose, est-ce que tu as des prochains concerts? Les prochains concerts qu'on a, c'est sur Arras. Là bientôt, si vous suivez le compte City Liars sur Instagram, on va bientôt mettre une affiche avec toutes les dates qui vont venir. Mais on joue à Lille, notre prochaine date à Lille, c'est le 27 juin au bar La Griffe. Ok, le 27 juin à La Griffe. Ouais, et donc il y aura Arsik Mellard, Overflow Guy, un duo de Douai, je crois, ou de Béthune, je sais jamais, et City Liars. Il y aura 3 concerts, voilà. 27 juin, ouais. 27 juin, super. Merci beaucoup, Martin. Merci à toi, Nathan. Mais je t'en prie. Et maintenant, on va passer au macro-trottoir. Attends. Et comment on pouvait, en tant qu'artiste, les rencontrer, aller à la rencontre. Voilà, ça aussi. Tu cherches un truc, il y a des chances que tu puisses l'avoir à l'espace croisé ou que Paris-Noël soit en capacité de le trouver. Oui, grave. Vous faites combien d'expositions par an alors nous, dans les murs, on fait au minimum 2 expositions et ça peut nous arriver de faire une 3e exposition, soit coproduite, soit d'inviter des gens. Et on a aussi... Autre sujet qui peut vous intéresser, on expose aussi des sorties de résidence, puisque nous accueillons aussi des jeunes artistes en résidence, comme les résidences Tremplin et Crescendo, qui sont ouverts à des étudiants fraîchement diplômés. Et alors, comment on se retrouve à être exposé à l'espace croisé ou à travailler avec l'espace croisé? Est-ce qu'on peut vous contacter et... Je sais pas, est-ce qu'il faut envoyer un book? Est-ce qu'il faut venir vous rencontrer? Enfin, comment ça marche un peu? Alors ça, c'est ça, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, parce que c'est ça. Plus on va être au courant de ce que vous faites, des pratiques que vous avez, voilà, de la possibilité, on va vous avoir dans un coin de notre tête et on va se dire, tiens, pour tel... comme je suis en train de remplir aujourd'hui, pour tel appel à projet, là, en ce moment je suis en train de remplir un appel à projet qui s'appelle C'est mon patrimoine, qui a pour but de valoriser le patrimoine en faisant intervenir des artistes plutôt contemporains. Donc là par exemple, j'ai sollicité Mercedes Klausner, une ancienne de l'ESA. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Qui habite ici et donc qui va proposer, si nous sommes financés, des ateliers où on va s'approprier des éléments donc, de ce patrimoine, parce que c'était quand même avec des meufs ici, donc voilà, pour créer, pour repartir un peu avec un souvenir de quelque chose qu'on aura découvert ici. C'est quoi un peu le processus à partir du moment où vous avez le go, ok, on fait une expo ensemble Et le go, on a trouvé de l'argent. C'est mon petit côté tout à fait pécunier. Parce que non, mais c'est bien, c'est bon. Je le tiens. On a ce côté-là aussi, l'espace croisé. On est entre le public et l'artiste, mais on aime bien, parce que c'est pas on aime bien, c'est on fait, c'est dans nos valeurs, c'est un artiste, ça se paye, donc okay. Souvent c'est nous qui allons chercher l'argent pour monter des projets et pour pouvoir justement rémunérer de manière correcte et d'avoir les fonds suffisants nécessaires à la production pour ça. Donc souvent, c'est ça, alors là aussi, sur certains projets, et puis alors, comme on va un peu aller chercher les choses partout,
On va faire des appels à projets, mais c'est de plus en plus rare. On va travailler avec des artistes, soit qu'on a rencontrés, un peu suivis, bossé une première fois sur des ateliers, sur un projet ponctuel, sur des ateliers d'été, enfin quoi aux caisses, et puis on suit un peu le travail. Et ensuite, si ça correspond un peu à la ligne artistique, à la fois de la direction et du bureau de l'association, et que ça se rencontre, et ben on va être amené à travailler ensemble. Des artistes qui vont nous être présentés par des partenaires, des artistes, voilà. On est aussi pour 3 ans, on porte le CLEA, Contrat local d'éducation artistique, qui est là un artiste qui vient partager des gestes artistiques avec des scolaires, des universités, des lycéens, des étudiants et tout ça sur le territoire des 2 villes. Donc, là aussi, ça nous permet de rencontrer d'autres personnes, d'autres pratiques. Et tout ça, ça nous fait qu'à des moments, il y a des gens qu'on a rencontrés qu'on va présenter pour des expos. Je reviens au comment. Ouais, non, mais c'est bien. C'est très bien. Et donc, déjà, on échange avec l'artiste. Alors, soit c'est une expo, généralement, c'est des nouvelles œuvres. Donc, les artistes seront venus en résidence un peu avant l'exposition. Okay. Les artistes vont des fois aussi apporter des œuvres qu'ils ont déjà, mais qui n'ont peut-être pas forcément été montrées. Et tout ça dans les locaux qu'on loue finalement, puisque ici, dans l'ancien couvent des Clarisses, on est occupant, locataire, un petit peu. Et au niveau des financements, c'est moi qui rewind un petit peu, mais justement, vous allez les chercher où? C'est auprès de qui ces financements? Alors, on est, là aussi, c'est Centre d'art contemporain. On est financé principalement par la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, qui est une émanation du ministère de la Culture dans les territoires, par la région Hauts-de-France, un peu aussi par le département et la ville de Roubaix. On a à la fois des subventions de fonctionnement, donc on a un budget qui nous est alloué tous les ans, et ensuite on va chercher des subventions, on va dire, au projet. On va remplir des appels à projets pour pouvoir se financer. Ça peut être des dossiers assez importants en termes de rédaction, d'enjeux et de financement, comme les contrats villes, qui sont des fonds alloués par la politique de la ville sur des territoires, des quartiers prioritaires, comme peut l'être Roubaix, et principalement les Peuls, là où se situe le couvent. Donc avec vraiment l'idée dans nos axes de démocratiser la culture, de permettre l'accès à l'art contemporain pour tous et de s'autoriser à des pratiques culturelles. Et donc c'est le cas là par exemple avec le projet qu'on a actuellement de photographique avec des habitants de Rosella Piceno. Ok. Trop bien. Et ça me fait penser à un autre truc qui rentre là-dedans, c'est les ateliers pour les enfants, pour le jeune public, toujours en lien avec les expos. Tout à fait. Là aussi, c'est dans notre volonté de pas... on ouvre les expositions au public de 14h à 18h du mercredi au dimanche, mais on accompagne souvent cette programmation d'ateliers, soit pour tous les âges et pour tous les publics, qui peut commencer avec un peu de découverte sensorielle pour des 0-3 ans, des ateliers de pratique autour d'une œuvre, d'une matière qui nous a plu dans une œuvre. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de rémunération justement pour savoir à peu près si c'est pas trop indiscret? Non, c'est pas du tout indiscret parce que on va dire que aujourd'hui, la profession se structure et il y a des quotas, des grilles qui sont de plus en plus disponibles. Je sais que nous, tu peux aller chercher sur DCA. DCA, c'est la direction des centres d'art contemporain, je crois. Et donc, je sais qu'ils ont édité des tarifs, mais comme je n'ai pas le lien sous les yeux, alors je sais que typiquement le tarif que j'utilise le plus, entre guillemets, c'est une intervention atelier, etc. C'est 50 à 70 € de l'heure. D'accord. Il y a une négociation un peu? Ah, c'est possible, oui. Parce qu'après, nous, c'est toujours pareil, comme je disais, l'espace croisé, on est
qu'un intermédiaire finalement. Enfin, c'est pas si je veux payer un artiste que je peux le payer, mais c'est si j'ai trouvé de l'argent pour le payer. Donc il y a toujours ça, c'est un moment, il peut y avoir une négociation en disant est-ce que on réduit un peu ton nombre d'heures parce que finalement t'es partant pour faire tel projet mais tu sais que tu seras un peu moins payé, ou on n'y va pas sur tel projet parce que comme on n'a pas les financements, ou nous on va essayer un peu de trouver, d'aller chercher un peu des sous ailleurs parce que le budget de production a augmenté, voilà, c'est ça, peut y avoir ce genre de négociation. Est-ce que les résidences sont rémunérées ? Oui, pareil. L'idée c'est ça, là aussi notre but c'est que justement vous puissiez en vivre, donc là pareil, j'ai pas du tout les tarifs. Je vous laisse chez vous retourner voir Nathalie Poisson-Cogé pour Crescendo, c'est elle qui est en plus à la bourse, à les finances, et Tremplin, je n'ai plus les tarifs, mais vous pouvez demander à Malik Marat, Julie Gobert, Wilfried Saint-Bayonne, qui ont été les derniers à faire leur résidence en plein chez nous. Sinon, pour la référence, moi j'utilise souvent une grille des références de Astre. C'est une association en Nouvelle-Aquitaine qui a dans son site, comment ça s'appelle, grille de référence de rémunération d'artistes pour la référence. Oui, c'est ça. Il doit y avoir des choses sur le site du ministère de la Culture, mais à quel endroit fouiller. Et là aussi, probablement, vous pouvez trouver de l'info sur... là aussi, je ne sais pas encore à quel endroit, mais auprès du réseau 50 degrés nord, 3 degrés est. Est-ce que tu as des conseils, ou est-ce que vous avez des conseils en général pour les jeunes artistes à nous partager ? Voilà, ça aussi, c'est nous, on va dire, extérieurs à votre travail, essayez d'avoir un discours clair, compréhensif, c'est super bien d'avoir des réflexions, de pousser vos... Voilà. Mais essayez toujours d'être capable un peu de vulgariser pour les autres publics, médiateurs qui vont être un peu votre intermédiaire, à répondre aux questions, à être... Enfin, c'est ça, à partager votre travail, parce que nous, on est vraiment là pour ça. Mais c'est qu'entre guillemets, si je comprends pas quelque chose, je vais avoir du mal à partager, ou je vais le partager uniquement avec mon vécu, mon ressenti. À mettre les limites là où vous voulez, parce que peut y avoir une partie de son travail qui est de l'ordre de l'intime, qui est un process de création, quelque chose qu'on ne veut pas révéler, etc. Donc là aussi, en mettant bien les limites, mais voilà. Plus votre projet est clair, surtout pour des appels à projets type Cléa, plus c'est simple pour nous de se dire on va travailler ensemble, on part ensemble, plus là aussi vous avez de choses à montrer, des expériences à partager, un réseau, dites appelez machin, il vous dira comment ça s'est passé pour tel atelier, ou limite, regardez, à la sortie de ça, on avait réussi à faire ça en collectif, ou j'ai produit ça en tant de temps, c'est ça. Si vous pouvez nous montrer un peu patte blanche, nous ça nous arrange quoi. J'ai déjà fait réaliser une install, ça s'est bien passé, j'ai déjà travaillé avec un tel, voilà comment on fonctionne. Ça va nous rassurer entre guillemets. Il y a une plage suisse. Pardon, bien sûr. T'as raison. Parfait. Bon, ça va bouger. Nickel. Bon. Bonjour Alice. Merci. Bonjour Martina. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cet entretien pour Radio ESA. Je sais que l'Institut pour la photo participe au CLEA, C-L-E-A. Alors, non, pas directement. Mais en fait, on n'en fait pas encore. Mais les CLEA, c'est des formats de projets. C'est des contrats locaux d'éducation artistique. Et en fait, qui sont portés par des collectivités territoriales, comme les villes par exemple, mais ça peut être d'autres types de collectivités, et qui prévoient la présence d'une ou de plusieurs artistes sur un territoire donné, pendant une durée qui est en général une durée de 4 à 6 mois. Et donc avec un travail comme ça un peu intensif, et qui est très souvent orienté vers le secteur scolaire. Mais je sais que sur certains territoires, il y a aussi une ouverture à des EHPAD, par exemple, à des associations. Voilà. Okay.
J'ai dû mélanger alors avec votre formation de éveiller le regard pour les enseignants. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi ça consiste? Oui, en fait, au moment de la création de l'Institut, une des volontés, c'était de pouvoir répondre aux besoins de former les enseignants aux images photographiques. Parce qu'il se trouve que c'est quelque chose qui est très absent de ce qu'on appelle la formation initiale, donc ce à quoi se forment les enseignantes et enseignants avant d'exercer leur métier. Et de par la place que la photo prend dans la vie des enfants, des adolescents aujourd'hui, ça nous semblait être un enjeu hyper important, et pas seulement d'un point de vue artistique, parce qu'en fait on a souvent tendance à ranger la photographie du côté des arts plastiques et de la laisser à cet endroit-là, alors que ce qui nous semble intéressant, c'est justement la porosité avec l'histoire, la géographie, le français ou les langues de manière générale, la philosophie aussi, les sciences évidemment. Et donc cette transversalité-là nous semblait riche à défendre. Et afin que ces compétences et ces connaissances qui sont acquises ne restent pas déconnectées de ce que peut être le développement d'un projet photo dans l'espace de la classe, eh bien, l'Institut les accompagne pour développer des projets dans leur classe en parallèle de cette formation. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus sur ce contenu qui est développé dans la formation? Oui, alors en fait, tous les ans, on identifie avec un groupe de réflexion qu'on a constitué autour de ce travail-là, ce sur quoi on va axer la formation, même si 6 jours, ce ne sera jamais exhaustif en fait par rapport à tout ce qu'il y aurait à développer. Mais par exemple, pour cette année, il y a 3 sessions de 2 jours de formation, et à chaque fois, il y a une grande thématique qui est proposée. La première session, c'était sur la question de la photographie documentaire et la manière dont la photographie est aussi vectrice de liens sociaux entre les individus. Pendant la deuxième session, on a plus travaillé sur la notion d'archive photographique, à la fois comme document d'histoire, mais aussi comme matériaux artistiques ou plastiques à partir desquels on peut réparer ou soigner des blessures que certaines photographies comportent ou documentent. Et puis la dernière session qu'on aura aux vacances de printemps, ce sera plus sur toute la créativité et la transdisciplinarité possible à partir du médium photographique. Ah, c'est hyper intéressant. Et à ton avis, qu'est-ce qu'ils viennent chercher les enseignants? Ou tu nous as un peu parlé des angles morts de l'éducation nationale par rapport à la photo, ou la place un peu réduite qui est donnée à la photo en général. Ouais. Mais sinon, qu'est-ce qu'ils attendent d'apprendre à ces élèves, les enseignants? En fait, je pense que des retours que les enseignantes et enseignants avec qui j'échange me font, c'est que souvent, en fait, de façon un peu paradoxale, ils se sentent dépassés par les pratiques des élèves. Parce qu'en fait, les élèves manient les smartphones, les outils, les réseaux sociaux différemment, effectivement, que la génération des enseignantes et enseignants, qui eux-mêmes, d'ailleurs, appartiennent à plusieurs générations. Donc, les réalités ne sont pas les mêmes selon leur âge, etc., leur culture. Mais, du coup, c'est rappeler que aussi les enjeux citoyens de l'image, c'est aussi avoir conscience des potentiels glissements ou des potentiels dangers qu'elle peut comporter ou vers lesquels elle peut mener. Et puis c'est surtout rappeler que la photographie, ce n'est pas que quelque chose qui est technique, et c'est de questionner en fait chacun, de revenir à sa relation aux images, et en fait ça permet de se réapproprier un peu ces images de manière générale, et de toujours rappeler qu'il y a quelque chose de personnel et d'intime qui est intrinsèque en fait à cette rencontre avec les photos. Ok, ça donne trop envie. Et donc pour la dernière étape de cette formation, il y a une intervention avec un artiste externe. Il y a une ou plusieurs interventions. La personne intervenante qui interviendra, ça peut être un artiste ou une artiste plasticienne, ça peut être un ou une photographe, ça peut être
quelqu'un qui est plutôt photojournaliste, donc ça va dépendre des projets, et l'Institut pour la photo, évidemment, qui est dans la boucle aussi pour réfléchir au contenu de la formation. Et ces intervenants extérieurs, ils sortent d'où? Vous les sortez d'où? Alors, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais c'est quasiment systématiquement des personnes avec lesquelles on a déjà travaillé et envers lesquelles on a pleinement confiance. Parce que voilà, il s'agit aussi de donner confiance aux enseignantes et enseignants auxquels le programme s'adresse pour développer des projets. Donc on ne prend pas beaucoup de risques là-dessus. Et donc c'est en général des photographes avec lesquels on aurait pu travailler par le passé dans différents types de projets. Des personnes qui ont forcément ce goût de la transmission aussi, et du travail avec des enfants et des adolescents, parce que c'est à ces générations-là que le programme s'adresse. Ça peut être des personnes qui ont fait partie à un moment ou à un autre de notre équipe de transmission, par exemple, et qui ont une pratique artistique par ailleurs. Super. Ok, et moi ce qui m'intéressait aussi, c'était de souligner cette polyvalence peut-être qu'il peut avoir ou qui est attendue de nous en tant qu'artistes ou que plasticiens, qu'il y a souvent une casquette médiation ou pédagogique, où il y a quelque chose où notre rôle n'est pas fixe. En fait, c'est intéressant parce que c'est toujours très ouvert, en fait, le rôle, la place que va prendre l'artiste qui intervient dans le cadre d'un projet. Ça va forcément dépendre de sa personnalité. Il intervient dans un cadre pédagogique et en même temps, il n'est pas enseignante ou enseignant. Et moi, je pense que c'est important de ne pas confondre les statuts de chacun. En général, ces projets-là, ils ont lieu dans l'établissement scolaire, donc dans un espace qui est normé, qui est régi par des règles de comportement, etc. Mais dans le cadre de ces ateliers, les élèves doivent pouvoir aussi avoir la possibilité de créer, de réaliser certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire en temps normal. Et il ne s'agit pas d'enfreindre, mais c'est plutôt l'idée d'une transgression positive en quelque sorte de l'ordre établi, et de venir aussi bousculer les choses, pas de manière gratuite et arbitraire, mais pour les remettre en perspective, pour les penser. Et puis c'est des projets qui peuvent aussi, justement par la rencontre avec un ou une artiste, redonner confiance à des élèves pour qui la scolarité est difficile ou complexe. Et quel statut juridique il faut pour pouvoir être rémunéré pour ces interventions? Alors, en fait, je peux parler de l'Institut pour la photographie, mais d'une structure culturelle à une autre, les volontés doivent être différentes. Nous, de notre côté, il faut que l'artiste qui intervient puisse nous facturer ses interventions. Donc, c'est-à-dire qu'il doit être rattaché d'une façon ou d'une autre à une association, à un collectif d'artistes, à une compagnie, avec un numéro de SIRET, tout simplement pour pouvoir facturer ses interventions. Est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette forfaitaire? Oui. Alors, de manière générale, encore une fois, là je parle de l'Institut pour la photo, et ça peut être différent d'une structure à une autre. Nous, on propose de rémunérer les intervenantes et intervenants 250 € TTC la demi-journée, ou 500 € la journée comprise. Et ce tarif-là comprend une sorte de forfait de travail de préparation, parce que c'est forcément des interventions qui se préparent. Si jamais le projet demande davantage de préparation que d'ordinaire, ou si demande un travail de post-production ou de restitution particulier, alors là évidemment il y a une rémunération supplémentaire, mais on va dire que c'est ça la base de laquelle on part. Et tout à l'heure tu disais que vous travaillez souvent avec des gens que vous connaissez déjà, donc je me demandais comment faire le premier rencontre.
quel conseil, quel type de conseil Ouais, tu pourrais c'est une donner? bonne question parce qu'évidemment, pour certains projets, c'est important pour nous de travailler avec des gens qu'on connaît déjà, avec qui on a déjà eu une expérience de médiation. Mais évidemment, chaque année, on souhaite et on a à cœur de pouvoir rencontrer des nouveaux intervenants et intervenantes avec lesquels on peut travailler. Et alors, il y a plusieurs possibilités, il n'y en a pas que deux, pardon. Ça peut être directement nous contacter au service de transmission pour se rencontrer, échanger, si jamais une personne a envie particulièrement de développer des projets de médiation de transmission, avec le secteur scolaire ou d'autres, c'est pas forcément que ce secteur-là. Et puis, de manière plus générale, pour rencontrer l'équipe de l'Institut, les artistes qui le souhaitent peuvent s'inscrire à un programme qu'on appelle les rendez-vous ouverts, où un mercredi par mois, l'équipe de l'Institut, enfin plusieurs personnes de l'équipe de l'Institut rencontrent les auteurs, les photographes, les artistes qui le souhaitent. Les inscriptions se font par l'intermédiaire du site internet de l'Institut. Voilà. Et puis, d'un point de vue plus de la programmation et la présentation d'œuvres, sans qu'il y ait forcément un travail de transmission, on propose aussi 2 fois par an ce qu'on appelle les open folios, qui sont l'équivalent des lectures de portfolio qui sont proposées par plein de structures différentes. Et nous, on appelle ça open folio parce qu'il y a toute une partie qui est ouverte au public et à des gens extérieurs qui ne seraient pas forcément experts ou historiens de la photographie, mais que ça pourrait intéresser. Et ça consiste en quoi, par exemple? Eh bien, il faut envoyer un dossier de candidature, mais là aussi, toutes les informations sont sur le site internet. Et il y a une présélection qui est faite, et pendant un week-end, les lauréats de cette présélection viennent présenter une série, par exemple, à un public de professionnels des images. Et puis à l'issue de ces 2 journées de présentation, il y a des lauréats dont le travail est exposé ultérieurement d'une manière ou d'une autre. Tout dépend des contextes. Jusque-là, on l'a fait toujours... ces journées-là avaient lieu à l'Institut. Les diffusions des lauréats, des travaux des lauréats ont eu lieu dans différents cadres. Ça pouvait être à l'Institut, ça a pu être aussi une année à Art Up, par exemple. Voilà, alors les prochaines éditions des Open Folios, ce sera au mois de mai. Donc alors excusez-moi, je suis moi-même mal informée, mais j'imagine, c'est de mon fait, c'est de ma faute, j'imagine que du coup les appels à candidature pour les Open Folios vont pas tarder à être diffusés. Mais ça, toutes les informations seront sur le site ou via la newsletter ou les réseaux sociaux de l'Institut. Super. C'était les macro-trottoirs, et donc on a entendu le Centre d'art Espace Croisé qui est à Roubaix et l'Institut pour la photographie à Lille. C'est vraiment c'est des chouettes informations que Marie-Noël et Alice Rugel, la responsable du service de transmission culturelle et artistique. Plus près? Est-ce que là vous entendez bien? Super. Donc on disait qu'on a entendu tout à l'heure Marie-Noël Viem, on n'arrive pas à prononcer son nom, de l'Espace Croisé à Roubaix, et Alice Rugel du service de transmission culturelle et artistique de l'Institut pour la photographie. Et je vous invite vraiment à les réécouter quand on les aura publiés, ces entretiens, parce que c'est hyper riche et il y a plein de détails qui sont vraiment précieux pour les jeunes artistes. Oui, c'est ça. Ils nous racontent comment ils font pour rencontrer des jeunes artistes, comment ils travaillent ensemble, quel type de diplôme, quel type de statut juridique il faut pour être rémunéré, etc., etc. Et maintenant, on a avec nous Paul, de 4 et 5e année. Oui. Salut Paul. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cet entretien. Donc là, on va t'interroger sur interroger, oui, c'est hyper un vrai interrogatoire dans ce dispositif coercitif entouré par des espèces de soldats en mousse pourpre. Non, mais sans plaisanter.
Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était discuter avec toi de ton mémoire, qui est quand même une grosse étape dans le parcours d'études d'art supérieures. Tout à fait. Et donc je pense que là, tu es en plein... Enfin non, ça c'est fini là. Là, ça y est, tout est passé, les soutenances sont passées, il n'y a plus que la production. Bon, bah génial. Donc c'est un bon moment de faire un retour là-dessus. Et d'abord, est-ce que tu veux te présenter rapidement et présenter un peu ton travail en quelques mots pour nous donner un peu le contexte? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, bonjour à tous et tous. Je m'appelle Paul Krulik, je suis actuellement en 5e année à l'école. Avant, j'ai fait une formation universitaire en 3e année, puis j'ai rejoint l'école encore en 3e année pour finir mes études ici. Enfin, finir, non, bon, on parlera après. C'est pas encore fini. Mais voilà. Donc, au niveau de mon mémoire est quand même une sacrée synthèse de mon travail. Donc, je pense qu'on peut d'abord aborder le mémoire, parce que par le mémoire, nous comprendrons mon boulot. Mon mémoire a un titre un peu pompeux, même très pompeux, très long, qui est support à la création architecturale et urbanistique contemporaine, et les arts plastiques comme outils de pensée et de pratique. Ce mémoire-là, il est là pour défendre une inclusivité des espaces et des formes architecturales. C'est-à-dire que les espaces urbains, l'architecture, ne sont pas des espaces neutres. Ils sont remplis de signes politiques, de signes qui sont liés à des oppressions, à des discriminations, à des ségrégations. C'est des termes qui sont assez lourds, mais qui sont pourtant vrais dans les considérations architecturales et urbanistiques contemporaines. Et je m'attelle dans mon mémoire à essayer de figurer ces points, donc les nouvelles considérations urbaines, architecturales, les démonter et essayer de trouver des hypothèses de solutions pour créer des espaces plus inclusifs pour tout le monde. Ok, et donc c'est un sujet... Comment tu places l'architecture dans ce sujet? Est-ce que tu discutes avec des architectes? Est-ce que tu lis la documentation d'architecture? Finalement, on est en école supérieure d'art et mon mémoire n'a quasiment rien d'une école supérieure d'art. Ça pourrait très bien être un mémoire d'architecte. Alors, chez moi, ça se passe beaucoup par l'observation, par la balade, par regarder ce qui se passe, regarder quels sont les éléments de patrimoine, questionner les éléments de patrimoine, et puis la lecture. La lecture, beaucoup de traités d'architecture, des traités contemporains d'architecture, et aussi d'autres lectures, des lectures féministes, des lectures queer, qui rejoignent en fait ces sujets-là. Et ça, on pourra en parler après, justement. Oui. Et je me demandais par rapport à la préparation du diplôme, comment est différent la préparation d'un DNSCP que un diplôme de DNA que tu as eu en 3e année? Quelle est la différence? La différence, je pense, c'est que là, nous préparons sur 5 ans. Les 3 ans, on tâtonne encore, finalement. Quand on est en 3e année, alors c'est comme ça en tout cas que je l'ai perçu, c'est une impression qui est personnelle, mais la 3e année est encore là pour tâtonner. Le DNA, ce sont des pièces qui vont pas forcément être très abouties, des réflexions et des idées, et tant mieux d'ailleurs, ce qui n'est pas une critique. Je veux dire, on a tout le temps, on a toute la vie devant nous pour aboutir des idées. Alors qu'au DNCEP, on arrive à une sorte de synthèse de notre pratique, de nos idées, des gestes qu'on a pu, des articulations qu'on a pu faire au niveau des objets, des matières. Et on arrive, c'est ça, une idée de synthèse de ces 5 années et des sujets que nous avons pu traiter. C'est comme ça, en tout cas, que je l'apporte. Ok, super. Et par rapport à ta pratique, cette problématique que tu développes dans le mémoire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment les deux se répondent ou comment la pratique nourrit cette problématique et comment tu nourris ta pratique avec l'écriture et la recherche? Oui, bien sûr. Alors, déjà, dans ma pratique, j'aborde bien souvent des formes architecturales et l'aspect topographique des villes, de l'urbain. C'est-à-dire que je vais extraire, là en ce moment, je suis en train de travailler sur une sculpture qui est issue d'une flèche d'église. En fait, je refais une flèche d'église, littéralement, avec une charpente. Mais cette flèche d'église, je vais venir la modifier, je vais venir apporter des altérations. Je pense que le terme altération est le bon terme, dans son sens que je vais apporter des modifications qui ne sont pas prévues à l'initiale par les matériaux. C'est-à-dire que là, je suis en train de construire une flèche d'église en zinc, et cette flèche d'église, chacune des faces est martelée par des techniques de dinanderie, donc apporte une faiblesse à la matière. De base, la flèche d'église, ou l'idée de toiture, est là pour couvrir, elle est là pour d'avoir une étanchéité. Moi, je contre cette étanchéité en apportant des modifications, donc des altérations. Et mon boulot se joue toujours là-dessus, c'est-à-dire d'extraire une forme, d'extraire un lieu,
de le prendre, de me l'approprier et d'apporter une petite modification, un petit twist qui va le faire rentrer dans autre chose et qui aussi va pouvoir faire rentrer l'appropriation du spectateur, spectatrice ou regardeur, regarderiste de ma pièce. Voilà, c'est une idée de s'approprier ces formes architecturales qui sont bien souvent très austères et qui attraient à des formes d'oppression, de discrimination, etc. C'est génial parce que là, tu as vraiment un propos qui est très clair et une position aussi qui est très claire. Depuis quand tu as cette ligne de conduite ou cette problématique claire sur laquelle tu travailles? Est-ce que ça arrivait, à quel moment ça arrivait dans ton parcours académique? Eh bien, ça arrivait assez tôt, ça arrivait à mon entrée à l'école d'art, même un peu avant, même bien avant d'ailleurs, parce que je me souviens, alors je pense que c'est important et anecdotique, même si c'est anecdotique de le dire, mais les premiers dessins que j'ai pu faire, c'était des dessins de bâtiments. C'était très simple, c'était une ligne qui partait sur 2 points de fuite, ces 2 points de fuite-là créaient avec les lignes un bâtiment, et puis je dessinais. Mais ça part de là. Je veux dire, cet attrait pour l'urbain, cet attrait pour la ville, ça part de là. Et puis, ces questionnements-là se sont réaffirmés en 3e année, parce que mon DNA aussi portait sur ces questionnements. Mais comme j'ai pu l'évoquer avant, je tâtonnais. Ce n'était que du tâtonnement. Tout n'était pas clair, les idées n'étaient pas forcément claires, les concepts, les théories que j'ai pu aborder n'étaient pas clairs non plus. Alors que là, en 5e année, je suis beaucoup mieux armé, et grâce au mémoire d'ailleurs, parce que ce mémoire-là permet aussi de synthétiser ces idées et de rassembler ces idées et d'être beaucoup plus clair dans ce qu'on peut dire. Et ça, c'est grâce au mémoire que là, maintenant, j'arrive à concevoir des pièces qui sont, je le pense, viables hors de l'école. Parce que c'est ça aussi qui est important en 5e année, c'est de préparer la sortie. Et cette sortie-là, elle se fait dès maintenant, et même dès le début de la 5e année, de faire des pièces qui ne rentrent plus dans un cadre pédagogique, mais cette fois-ci dans un cadre professionnel. Super, c'est hyper intéressant. Et sur ce que tu viens de dire aussi, je te pose la question sur la sortie ou l'après de l'école d'art. Comment tu vois cet avenir? Est-ce qu'il fait peut-être un peu peur ou pas? Est-ce que tu penses qu'on t'a préparé pour être sans ce cadre scolaire ou pas? Alors, préparer, non. L'école d'art prépare très mal. Et il faut le dire, je veux dire, par le peu d'interventions. Il existe des interventions, je ne vais pas non plus cracher dans la soupe, il existe des interventions pour la professionnalisation, mais moi je pense qu'il faudrait carrément des cours. Il faudrait un suivi qui soit plus régulier pour nous aider à la sortie. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un domaine qui est très compliqué pour s'en sortir derrière. C'est une jungle. Il y a énormément de plasticiens, de plasticiennes, et il faut réussir à se démarquer pour pouvoir exposer. Après, j'ai eu la... Comment dire ? Je me suis préparé assez tôt parce que j'ai vu par les différentes années mes amis qui étaient en 5e année à chaque fois sur 2 ans ne pas forcément s'en sortir après. Et ça m'a fait très très peur. Et donc en fait dès le début de la 5e année j'ai commencé à prospecter, j'ai commencé à me renseigner. Ce qui fait que maintenant j'ai la chance d'avoir un atelier depuis février qui se situe à Roubaix. Donc j'ai un lieu de travail déjà après l'école. Et puis je ne compte pas en finir là avec les études, je compte continuer. Mais continuer cette fois-ci dans une spécialisation et dans une école qui est différente que celle de Tourcoing, qui est l'ARBA, donc l'Académie Royale des Beaux-Arts à Bruxelles, où je vais tenter d'intégrer un master. Le premier, c'est le master sculpture en volume. Et je vais tenter également un second master qui se nomme Situ, qui est un master en design urbain. Et est-ce que tu exposes ou présentes aussi ton travail dans l'espace public, par exemple? Oui et non. C'est-à-dire que dans le Master Situ, il n'y a plus de... L'aspect plasticien, plastique, est un peu sorti. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver une fonction. On crée des objets à fonction. Mais c'est ce qui me plaît aussi. C'est-à-dire que j'en ai un peu marre de créer des hypothèses. Maintenant, je veux créer des choses qui puissent s'ancrer réellement dans l'espace public, qui puissent vraiment mettre en forme mes hypothèses ou les théories que j'ai pu créer pour en fait que ça serve finalement et que ça serve au plus grand nombre. Est-ce qu'il y a une lecture ou quelque chose où tu as eu une surprise ou que tu aimerais nous conseiller que tu as rencontré dans ton travail de mémoire? Oui, j'en ai une. C'est Anselm Japs
qui est donc un philosophe allemand, il me semble, initialement, et qui maintenant enseigne en Italie, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Béton, arme de construction massive du capitalisme. Et ça, c'est génial. C'est génial en sens de la description des normes architecturales, des normes globalisées architecturales, et comme quoi le béton, en fait, est le pire matériau qui puisse exister au monde. Voilà. Génial. Ben, merci beaucoup, Paul. C'était passionnant. Merci à vous. Clairement. Merci beaucoup, Paul, d'avoir participé. On est trop contents. Et maintenant, je vais vous laisser avec un autre morceau de Martin, donc on a entendu tout à l'heure. Cette fois, c'est un projet duo de musique qui s'appelle Old Man Walking. La musique s'appelle Deep Slide. Like going by, oh, I will come by. Moonlight screaming out what I should like. Won't you come over my window? Oh, won't you come over my window? Moonlight going by, oh, I will go by. Moonlight screaming out, oh, I will come by. Tell me what is wrong with all my voices. Yeah, I know I have gone. Now I'm the song here. Oh, moonlight screaming out, oh, I will come by. Moonlight screaming out, now I know why. Eh ben, c'était le premier live de Radio ESA. On espère que ça vous a plu et nous, on s'est beaucoup amusé à le faire. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour tous les membres de l'équipe. Et d'abord, Jaffrey à la technique. Mimosa qui a fait le jingle absolument splendide et qui s'est aussi occupée de faire le montage du micro-trottoir. Carly qui a géré la musique et l'agenda culturel, aussi bien que la communication et l'affiche. Bien sûr, Nathan qui a fait la lecture au début, l'entretien avec Martin et qui a aussi eu l'idée du micro-trottoir à Tourcoing, qu'il a aussi animé. Martina avec le macro-trottoir et puis surtout qui est notre productrice en chef qui vraiment a donné naissance à tout ce projet et qui nous permet à tous et toutes de faire ce qu'on est en train de faire là, de produire cette émission. Bon, et moi-même pour juste animer. Ouais, je pense. Et je voudrais remercier... Il marche ? Oui.
Merci Clotilde pour ta présence qui a rassuré à toutes les invités. Pour Surtout Eric. L'organisation et tout. Tu as fait un peu du montage, je sais plus. Tout ce que On tu s'en as fait. fiche. On s'en fiche. Bravo Merci. à tous. Merci pour être là. Il y a des gens qui ont passé 2 heures sous le vent et la pluie à écouter. Ça fait trop plaisir. On est trop contents et contentes. Voilà. Grave. Et puis dans un mois. Dans un mois, ouais. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des mails avec vos retours, Ouais. des choses que vous avez envie de partager, des sons, des idées de personnes à interviewer, tout ce que vous voulez, ou même si vous voulez participer, c'est bien sûr une initiative étudiante, autogérée, complètement ouverte, et Carrément. on se réjouit de votre implication et de vos retours. Ouais. Merci, un grand merci. C'est pour quelle radio? Mais c'est la radio de l'école en fait. Une école d'art, on ne fait que chercher. Les écoles d'art, elles sont là pour faire dérailler le sens commun. Le lien qui est créé. L'inclusion, il y a aussi l'expression. Dans l'art contemporain.